Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se place dans la continuité du projet Afficher. Si vous êtes comme beaucoup, la gestion de votre projet ressemble à ce que vous voyez à l'image en ce moment. Des projets pas forcément bien nommés, des variations de fichiers en version finale 2, version finale suivante, des dates, des fichiers un peu partout, et quand vous devez vous y retrouver sur les différents niveaux de version, ça devient un peu compliqué. Si vous êtes comme certains autres, c'est beaucoup plus organisé et vous avez des dossiers pour vos recherches, pour les développements électroniques, votre projet a un nom, bien choisi ou pas, et puis régulièrement vous faites le ménage, vous mettez dans la poubelle les éléments. Ça a l'air beaucoup mieux, et c'est beaucoup mieux. Cependant, vous voyez que le nommage est toujours pas au point, et puis tout ce que vous avez mis dans votre poubelle, vous ne pouvez pas le récupérer. Ce que je vous propose aujourd'hui dans la gestion de projet, c'est d'utiliser un gestionnaire de version qui va faire ce travail pour vous et vous apporter beaucoup d'autres choses. Ici, vous le voyez, chaque modification a un numéro. Pour les raisons de l'explication, le numéro est relativement simple, on verra un petit peu après ce qu'on peut en faire. Chaque modification a quelque part un thème, on n'utilise plus de poubelle, on peut absolument tout récupérer, revenir en arrière, aller voir ce qu'il y avait dans la version 2. On a supprimé quelque chose, on peut savoir pourquoi on l'a supprimé et à quel endroit, etc. etc. Nous n'allons pas aujourd'hui détailler l'utilisation complète d'un gestionnaire de version, mais je vais essayer de vous montrer comment dans un projet électronique, mécanique, informatique, on peut utiliser un gestionnaire de version et notamment comment on peut utiliser Git. Alors Git, G-I-T, certains le prononcent autrement, c'est un gestionnaire de version décentralisé. On ne va pas aujourd'hui essayer d'approfondir complètement ce qu'est Git, comment le faire. Pour cela, je vous recommande le livre gratuit en ligne donc sur Git SCM. La façon dont nous allons utiliser Git est la suivante. Si vous êtes seul à travailler sur votre projet, c'est déjà un moyen de gérer les versions. Mais écoutez, j'ai fait le code en version 1 qui me permet de faire telle propriété. Il va en fait avec telle version de ma carte électronique qui elle-même va avec telle version de ma mécanique, je peux revenir en arrière et voir à peu près ce qui se passe sur la version prototype. J'avance dans mon code, je fais des modifications, je crée une nouvelle carte, je la reçois, je mets ça dans un nouveau boîtier. Je ne veux pas mélanger, eh bien je vais avoir une version peut-être 18, puisqu'on aura fait évoluer les choses entre les deux. On a donc un système de gestion de version qui va nous permettre de relire l'avancée du projet et surtout de nous y retrouver. Ça, c'est un des premiers intérêts d'un gestionnaire de version. Un autre, c'est de pouvoir travailler à plusieurs. C'est-à-dire que vous faites des modifications, vous les envoyez sur un serveur centralisé et tout le monde peut les récupérer. Même si on ne travaille pas à plusieurs, ça peut être très utile. Vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, ça arrive. Vous voulez une sauvegarde centralisée de tous vos projets, c'est une bonne chose. Ou vous voulez voir comment votre projet avance. Je vais vous donner un bon exemple de ça, c'est GitLab. Alors GitLab, ce n'est pas Git, c'est un site web, une application web qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Eh bien, allons voir ce qui se passe chez nos amis de KiCad sur GitLab. Si je tape KiCad dans la recherche, on a tout le logiciel KiCad qui est hébergé sur GitLab. On peut voir l'ensemble du code ici. Alors il y en a pas mal, les différentes licences, un petit readme pour expliquer. Et puis on peut voir aussi beaucoup d'autres choses telles que les problèmes qui ont été relevés par des utilisateurs. Vous voyez ici, il y a 53 secondes, quelqu'un trouve qu'il y a un crash quand on veut faire un certain changement. Une partie de l'équipe va se mettre dessus, va le modifier. Si chacun avait sur son répertoire personnel, sur son ordinateur, une version différente du code, aucune chance qu'on puisse arriver à la fin du projet. Un autre point intéressant lorsqu'on gère le projet, c'est d'avoir des options comme d'aller voir le graphe par exemple. Je vais voir ce graphe et je vois que voilà, la version 7.0, c'est celle qui est actuellement distribuée. Elle a telle variation ici et on peut voir que si je descends un peu, il y a eu beaucoup de contributions différentes, les unes après les autres. Vous voyez, là, ce sont toutes les traductions qui ont été postées les unes après les autres. Comité, c'est le mot utilisé pour ça. Voilà, on sait qui l'a fait, et puis si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans le code qui nous intéresse, vous voyez, ce French Translation Update, eh bien, on peut s'y référer. Si je clique sur ce point, je vais avoir toutes les modifications. Bien, et là, vous allez me dire, c'est uniquement du code. Sur GitLab, je peux trouver d'autres projets. Allons-y. Je vais chercher dans tout GitLab un projet avec le mot PCB. Vous voyez, donc, je ne sais pas ce qu'est le short data. Je clique, mais il y a des PCB. Ah bah tiens, ils utilisent KiCad, ça tombe bien. Et vous avez le code, vous avez les bibliothèques, vous avez plein d'informations. D'ailleurs, ça a l'air assez amusant, mais visiblement, vous voyez différentes versions du produit. Allons lire le README un peu. Et si je regarde un peu les branches, je m'aperçois qu'il y a 3 branches pour 3 versions différentes. Et donc si je veux aller voir le graphe, vous voyez, on a toute l'évolution du projet depuis le premier commit. Et on peut voir l'évolution. Ici, un peu de ménage. Je m'intéresse par exemple à cette version-ci, je clique et je vois quelles sont les modifications qui ont été apportées. Alors bien sûr, lorsqu'on n'a pas un fichier qui est représenté par du code, c'est beaucoup plus dur à utiliser. Ça ne va pas nous en empêcher. Après cette exploration un peu de GitLab, je vous propose de fermer tout cela et nous reviendrons à GitLab plus tard. GitLab est un outil qui va nous permettre d'utiliser donc Git, le gestionnaire de version, mais il va bien falloir commencer par utiliser Git sur notre machine. Je
vous propose donc de télécharger Git. Je fais cette présentation sous Windows. J'espère dans un futur pas trop éloigné pouvoir le faire pour vous sous Linux et sous macOS. Et on va les télécharger pour l'instant Windows. Sous Linux et sous macOS, on a déjà beaucoup d'outils faits pour pouvoir utiliser Git correctement. On clique sur installateur et on installe. Je vous propose de laisser tel quel au début et d'installer. Alors, ça c'est un point assez important. Pour les éditions de texte, il y a plusieurs propositions. Il propose d'utiliser donc Vim comme éditeur. Pour ma part, j'aime bien utiliser Visual Studio Code. Je le prends. Et après, on laisse toutes les options telles quelles. Je vous recommande d'utiliser la version d'OpenSSH fournie avec le package. On va laisser tout de manière native. Ici, je retire l'ancienne version que j'avais déjà installée pour préparer. J'installe la nouvelle. Ça tombe bien, ça va vous montrer comment faire vos mises à jour. Vous pouvez lire les nouveautés, mais ce qui va surtout m'intéresser pour l'instant, c'est de lancer le Git Bash. Alors, le but n'est pas de vous effrayer. Le Git Bash, c'est simplement un shell, une console, dans lequel on va pouvoir taper des commandes. Je vous propose pour l'instant de ne pas nous y intéresser, et nous allons voir comment faire les choses autrement. Git est installé sur votre machine et on va s'attaquer à notre projet. Comme vous le feriez généralement avec le même type de rangement, je vous propose de créer, ici dans mes documents, un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, on va l'appeler afficheur. Dans l'afficheur, c'est un projet donc de mécanique, d'électronique et d'informatique. Je vous propose donc de créer plusieurs dossiers. Un dossier peut-être qui va rassembler tous les PCB, un dossier qui va rassembler le code. On peut voir donc le côté mécanique avec le boîtier. Et puis, on va faire pas mal de recherches et il sera probablement intéressant d'avoir des commandes. Alors, je les crée tout de suite, mais j'aurais pu les créer au fur et à mesure. Voilà, j'ai sur ma machine créé tous ces dossiers. Je vais créer aussi un fichier texte qui va être description. Nous verrons plus tard si on peut faire ça autrement, mais voilà, description. J'ai créé mon dossier, je vais cliquer droit ici, je vais afficher plus d'options. Vous voyez qu'ici, j'ai le Git Bash, j'ai le Git Guy. On va pouvoir donc faire des commandes Git. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir dans le terminal. Voici, et on se retrouve dans un terminal Windows avec ces deux points, user, rob, document afficheur. Vous êtes dans le dossier de départ. Et il y a quelques commandes assez simples à connaître quand vous démarrez un projet. On va initialiser un répertoire Git avec Git init. Ça y est, nous avons notre Git. Maintenant, j'ai envie d'ajouter tout ce que j'ai créé ici. Git add. Git add. Va ajouter donc tous les fichiers qui sont contenus dans sous-afficheur. Git add. Git status va me dire où j'en suis. Pour l'instant, je n'ai rien commité. On va voir exactement ce que ça veut dire. J'ai un nouveau fichier qui s'appelle description. Et ils sont bien prêts à être committés. Je vais vous montrer la différence. Si je crée un autre fichier, regardez, je vais copier-coller, description, copie. Et là, je fais un nouveau git status. Et il me dit, j'ai bien description, mais j'ai description copie qui n'est pas suivie. On va l'effacer. Je vous propose de le faire à la main ici. Si je refais git status, j'ai new file description.txt qui est là et je n'ai plus l'autre. Et bien pour committer, donc pour quelque part sauvegarder la donnée, la rentrer dans le gestionnaire de version, je vous propose de faire un git commit. Et on va ajouter un message, donc on tape "-m", et on peut mettre premier commit, c'est peu original. On peut essayer de décrire ce qu'on a fait. Création de l'architecture du projet. Il me dit qu'il a bien fait le travail. Et on a donc, si j'ai fait git status, rien à committer, le working tree est clean, ça veut dire la zone de travail est propre, tout est bon. Alors, il y a une petite option supplémentaire, on peut regarder le git log, et là on voit qu'il y a eu création de l'architecture du projet. Bien, et maintenant, on va pouvoir ajouter pas mal de choses. Typiquement, dans nos recherches, je vous propose qu'on ajoute un document texte avec, par exemple, lien vers les sites PCB, pour l'instant, je n'ai rien à mettre dedans. Je vous propose une bonne pratique. On va ajouter un README. Cela va me permettre de m'assurer que le répertoire ne disparaît pas quand je vais committer, parce que s'il est vide, il va disparaître, d'une part. Et puis, ça va me donner une base de travail dans laquelle je vais pouvoir décrire les différents répertoires si nécessaire. On retourne donc dans notre terminal et on va regarder ce qui se passe avec git status. Et là, il me dit, bah voilà, il y a plusieurs répertoires ici qui n'ont pas été ajoutés. Donc, il me dit même qu'il faut faire git add et une commande pour les ajouter. Alors, avec tabulation, je peux autocompléter et j'ajoute ce qu'il y a dedans. Git add code, git add cv. Bien, on refait le git status. Vous voyez, il m'a ajouté donc toutes les nouveautés. Et je vais refaire git commit.m, ajout des readme, plus ajout, lien, recherche. Entrée. Il a bien créé donc tous les fichiers et si je fais git log, en local, j'ai bien mon premier commit en bas, création de l'architecture du projet. Le suivant, ajout des readme plus ajout des liens de recherche. Vous avez donc sur votre machine un moyen de sauvegarder votre avancée.
Il existe des outils qui vont nous permettre d'explorer tout cela, de voir en local toutes ces modifications. Il n'y a aucune obligation d'avoir un guide qui est mis sur GitLab, GitHub et autres outils. Cependant, ça va beaucoup nous simplifier la vie et je vais vous le recommander. Nous allons donc aller maintenant sur le GitLab pour essayer de voir comment créer tout cela. GitLab.com est le site d'accueil de cette forge logicielle. Ici, donc vous avez beaucoup de détails, ce qu'est la plateforme, qu'on peut faire avec, les différentes solutions. Donc, nous, on va utiliser un tout petit bout. On va utiliser bien sûr la version gratuite. La version gratuite inclut 5 Go, on peut avoir plusieurs utilisateurs et on peut même avoir du temps de calcul si le projet s'y prête. Ce n'est pas du tout notre cas. Je vais donc me connecter avec un mail et un mot de passe. Vous pouvez aussi vous connecter avec vos comptes Google, Twitter et autres. Et j'arrive donc dans mon espace. Alors j'ai créé cet espace récemment pour le but de ces vidéos, et il n'y a pas de projet dedans en dehors du projet de base que vous propose GitLab. On va donc créer des projets, New Project, et il nous propose, on peut créer d'après des exemples, on peut aller importer un projet sur un autre GitLab et autres, on peut faire des choses assez complexes du point de vue logiciel, on ne parlera pas du tout de ça dans le cadre de nos projets, je vous propose de créer un projet vide. Je vais l'appeler tout simplement Afficher. Là, vous voyez, il y a des options assez complexes sur ce qu'on veut faire, mais c'est optionnel, donc on n'y touche pas. On peut garder donc le projet privé ou rendre le projet public. Pendant toutes les premières phases du projet, je vais garder ce projet privé. Si vous êtes très intéressé par le fait que je le passe en public, mettez-le moi dans les commentaires. Étant donné qu'on a déjà créé le projet sur notre machine, on va essayer de relier les deux, je vous invite à décocher l'initialisation du répertoire avec un README. Il va donc être entièrement vide. Et on crée notre projet. Bien. Donc on a notre projet Afficher, il a un ID, on peut dire qu'on l'aime beaucoup, hop, et puis on peut dire que quand il y a un changement, vous pouvez être notifié. Alors bien sûr, sur votre propre projet, ça n'est pas nécessaire, mais je vous invite à aller voir d'autres projets sur GitLab et vous y intéresser. On peut inviter des membres, et ce qu'il me dit, c'est que le répertoire pour ce projet est vide. Bonne nouvelle, pour l'instant on n'a rien créé. Je vous propose maintenant de suivre les instructions qui sont indiquées juste en dessous. Comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, il nous propose de faire la configuration globale de Git. En effet, lorsque vous faites des commandes dans le terminal, il faut que vous soyez authentifié. Ici, par exemple, author, vous voyez que c'est Rob avec l'adresse email robotixoff@gmail.com. J'ai dû lui indiquer comment faire. On les colle, on fait entrer. Et vous pouvez vérifier avec un git log que le nom de l'auteur est bien renseigné. Je retourne dans mon projet et j'ai plusieurs options. Soit je crée un tout nouveau répertoire sur ma machine, ça j'aurais pu le faire avant, préférez vous le montrer autrement. Soit on va aller pusher, donc mettre sur internet un répertoire existant. C'est notre cas. Bien, on a fait le git init, on va aller pour cette phase après, expliquer donc tout simplement à notre projet Afficher que on doit le connecter, donc relier son origine à l'adresse suivante. C'est fait. L'ajout git add et git commit ont déjà été faits. Je vous propose de faire le git push-u origin main. C'est d'ailleurs une remarque intéressante. Main est en train de devenir le nouveau standard pour nommer la branche principale d'un projet Git. Il est donc proposé par défaut par GitLab. Cependant, Git, lui, n'a pas encore adopté cette convention. D'où la petite confusion. Pour la suite de la démonstration, je vais donc continuer à utiliser master. Je clique droit, git push, -u origin, et ce qu'on veut pusher, c'est master. Il me dit que je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas mis ma clé publique. Il va peut-être falloir s'occuper de ça là. Je vous propose de garder cette page pour ne pas perdre les informations, et on va aller, voilà, on va cliquer ici, et on va aller voir les préférences. Donc dans les préférences, je peux changer beaucoup de choses, ça je vous invite à regarder par vous-même, mais vous voyez ici, j'ai une clé SSH. Et je peux ajouter mes clés. Alors, léger problème, je n'ai pas créé de clé. Alors, il y a pour ça une solution. Vous retournez dans votre projet, vous cliquez droit, affichez plus d'options, et il y a le Git Guide. Alors, une GUI, c'est une interface graphique. Et donc, ça va être un outil qui va nous permettre de voir ce qui se passe. On peut aller voir l'historique. Vous voyez le git log que je faisais, eh bien, je peux avoir l'historique ici. On voit création de l'architecture du projet et on voit l'ajout des rythmiques. On sait que notre branche master, elle est là actuellement. Bien, on peut fermer. Ce qui m'intéresse, rappelons-nous, c'est de voir cette histoire-là de SSH. Donc, si vous allez dans les aides, vous pouvez demander à voir la clé SSH qui est sur votre machine. Pas de chance, il n'y en a pas. Donc, je vous invite juste à faire generate key. Vous pouvez mettre un mot de passe, ça n'est pas nécessaire pour cette phase-là. Voilà. Et il y a une clé ici que je vais cacher pour vous. Copy to clipboard, je vous invite, et clone. Vous retournez dans GitLab, et là où il y avait SSH keys, vous l'ajoutez. Donc ce qui est important, c'est le type, c'est bien pour s'authentifier et signer, donc se connecter. Vous pouvez mettre un titre à la clé, Windows 11. Expiration date, je vous propose de ne pas en mettre. Et on ajoute la clé. Ça y est, la clé est mise, je ferme. Et maintenant, je peux faire un git push -u origin master. Si tout est bien en ordre, il va me reconnaître. Ça y est, il m'a reconnu, il explique, il a compté les objets, il s'est connecté. Alors maintenant, j'aimerais qu'on essaye de comprendre ensemble ce qui vient de se passer. Quand vous avez créé votre jeu de clés, vous avez vraiment à créer un identifiant qui vous permet de dire, voilà, je suis telle personne. Vous avez été sur le site de gitlab.com et vous avez dit, bah voilà, ça c'est la clé qui permettra de m'authentifier. Si jamais je viens frapper à ta porte avec cette clé, laisse-moi entrer. Et c'est exactement ce qui vient de se passer.
passer. On peut faire autrement, en tapant à chaque fois son mot de passe et autres. Moi, je ne le recommande pas pour plein d'usages. Et le premier, c'est que si vous devez taper votre mot de passe à chaque fois, vous allez avoir la flemme, n'allez pas le faire. Donc, je vous invite à ajouter votre clé SSH. Alors, qu'est-ce qu'on y a gagné ? Allons voir un petit peu notre projet. On peut fermer ici, je recharge cette page et je vois mon projet. Avec ici ma description, le boîtier, le col, le PC. On sait qui a fait quoi. Alors j'ai déjà créé mon compte GitLab avant, donc j'avais édité mon profil. On peut voir les graphes. Vous voyez, il n'y a que 2 activités et on peut faire donc pas mal de choses. Ce n'est pas un usage très avancé de Git, mais ça va être largement suffisant pour nous permettre d'archiver nos travaux et de voir l'avancée. Ce que je vous propose, c'est que dans les vidéos suivantes, lorsque je souhaiterais faire des sauvegardes et autres, je vous montre comment on utilise l'outil. On ne va pas se concentrer plus avant dans cette vidéo sur l'outil. Dans la vidéo suivante, je ferai les recherches pour essayer de trouver les bons composants, d'essayer de les acheter au meilleur prix et nous attendrons ensemble leur livraison. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.